Son nom était Frank Butler, et pendant des années, il ne perdait tout simplement pas. Tireur professionnel, né en Irlande, il parcourait l'Amérique de ville en ville avec un numéro de tir et un défi très simple. Il posait 100 $ sur une table et proposait de surpasser au tir n'importe quel tireur local qui oserait l'affronter, et presque à chaque fois, il repartait avec l'argent. Puis, un soir, à l'automne de 1875, quelque part près de Cincinnati, dans l'Ohio, un propriétaire d'hôtel lui trouva un dernier adversaire, un inconnu. Frank s'avança, confiant comme il l'avait toujours été, et alors il vit qu'il attendait de l'autre côté du terrain de tir, une adolescente. Une toute jeune femme dans une robe qu'elle avait cousue de ses propres mains. Ce soir-là, Frank toucha 24 oiseaux sur 25, un score presque parfait. Elle, en revanche, ne rata rien du tout, 25 sur 25. Frank Butler perdit le match, il perdit ses 100 $ et, selon ses propres mots, il perdit aussi son cœur. Alors voici la question qui va nous suivre tout au long de cette histoire. Comment l'homme qu'elle venait d'humilier a-t-il fini par passer les 50 années suivantes à tenir, de ses propres mains, les cibles qu'elle visait? 15 ans avant ce duel, cette même jeune fille n'était personne. Aucun nom connu, pas d'argent, aucune raison au monde de croire qu'un jour des rois et des reines paieraient pour la regarder viser. Elle est née en 1860 dans une ferme isolée de l'Ohio sous le nom de Phoebe Ann Moses. Elle était l'une des plus jeunes d'une grande famille pauvre, le genre de famille où l'on compte chaque œuf, chaque bûche, chaque hiver qui arrive. Et les hivers de l'Ohio de cette époque ne pardonnaient rien. Son père mourut quand elle avait environ 5 ans, épuisé après avoir été pris dans une tempête de neige dont son corps ne se remit jamais vraiment. Il rentra chez lui gelé et malade, et il s'éteignit peu après. Du jour au lendemain, une veuve se retrouva seule avec une nichée d'enfants à nourrir et une terre qui ne rapportait presque rien. La pauvreté, la vraie, celle qui colle à la peau et ne lâche jamais, s'installa pour de bon. La mère ne pouvait pas garder tous ses enfants sous le même toit. Alors, pour alléger le fardeau, la petite Phoebe fut envoyée travailler ailleurs, dans une autre ferme, chez des gens qui étaient censés l'accueillir, la nourrir et l'éduquer en échange de quelques corvées. Sur le papier, c'était un arrangement ordinaire pour l'époque. Dans la réalité, c'était tout autre chose. Ils la firent travailler du lever au coucher du soleil. Ils la laissèrent dehors dans le froid. Ils l'affamèrent, la punirent et la battirent. C'était une enfant, seule, loin de chez elle, entre les mains d'inconnus qui la traitaient comme une bête de somme. Dans les campagnes américaines de cette époque, cette pratique avait même un nom presque officiel. Les enfants pauvres étaient confiés à des familles qui les nourrissaient en échange de leur travail. Sur le papier, on appelait cela de la charité. En pratique, cela pouvait ressembler fortement à de l'esclavage domestique. Ces enfants n'apparaissaient dans presque aucun registre et ne comptaient pour rien aux yeux de personne, et c'est déjà un petit miracle silencieux que nous connaissions aujourd'hui, ne serait-ce que le nom de cette petite fille. Vers l'âge de 12 ans, après avoir enduré tout cela, elle réussit enfin à rentrer chez elle, auprès de sa mère. Et c'est là, dans cette maison pauvre où tout manquait, que tout allait basculer, à cause d'un détail qui ne ressemblait à rien. Dans un coin de la pièce, reposait le vieux fusil de son père. Trop lourd, trop long pour des bras d'enfant. Personne n'était là pour lui montrer comment s'en servir, alors elle apprit toute seule. Elle le décrocha, elle le chargea, elle visa, elle rata, elle recommença, et très vite, une chose devint impossible à ignorer. Cette petite fille avait un don que rien dans son histoire n'aurait pu laisser prévoir. Une main qui ne tremblait pas, un œil qui ne ratait pas. Elle se mit à chasser pour nourrir sa famille. Le gibier de l'Ohio, les cailles, les gélinottes, les lapins dans les bois. Mais elle ne tirait pas simplement dans le tas. Elle tirait proprement, dans la tête, pour ne pas abîmer la viande avec de la grenaille. Et une viande propre, intacte, se vend bien plus cher qu'une viande criblée de plomb. Elle commença à vendre ses prises aux épiciers et aux grands hôtels de Cincinnati qui finirent par se disputer son gibier, précisément parce qu'il était propre, net, parfait. Les cuisiniers savaient qu'avec elle, il n'y aurait pas de plomb à recracher dans l'assiette. Et voici le détail que beaucoup de gens oublient dans cette histoire. Avant même d'avoir 16 ans, à la seule force de son fusil,
Cette adolescente remboursa l'hypothèque qui pesait sur la ferme de sa mère. Vous avez bien entendu. Une jeune fille sauva la maison familiale de la saisie, une caille à la fois. Elle n'était pas une amatrice qui avait eu de la chance un soir. Elle était déjà, à sa manière, une professionnelle. Elle nourrissait sa famille, elle les logeait, elle payait leurs dettes. C'est exactement cette personne que Frank Butler s'apprêtait à affronter sans la moindre idée de ce qui l'attendait. Alors revenons à cette fameuse soirée de 1875. Frank Butler était un homme de spectacle, un artiste itinérant. Il avait un numéro rodé, un partenaire de scène et une solide réputation de tireur d'élite. Quand il arrivait dans une ville, il lançait son défi et les curieux venaient voir si un homme du coin oserait se mesurer à lui. Ce soir-là, un hôtelier de Cincinnati avait organisé un petit événement, presque une plaisanterie de salon entre notables de la ville, avec $100 en jeu. On avait promis à Frank un adversaire local. Dans sa tête, il imaginait sûrement un fermier vantard ou un chasseur du dimanche trop sûr de lui. Ce qu'il vit à la place, quand on lui présenta son challenger, c'était une fille dans une robe simple, si menue qu'elle semblait à peine capable de soulever le fusil. On imagine les sourires parcourir la foule. On imagine Frank lui-même, un peu amusé, être un peu gêné, se disant que cela ne serait pas vraiment un vrai concours. Les règles furent fixées, 25 oiseaux chacun. Celui qui en ratait le moins remportait l'argent. Frank tira le premier, avec le calme tranquille d'un homme qui avait fait ce geste 10 000 fois. 1, 2, 10, 15, 20. Il continua. Il en toucha 24. Un seul lui échappa, sur 25. Pour n'importe qui d'autre sur Terre, c'eût été une soirée triomphale, la preuve d'une adresse rare. Puis vint le tour de la jeune fille, et le sourire s'effaça de la salle, lentement, tir après tir. Elle ne tremblait pas. Elle n'était pas pressée. Elle leva le fusil. Elle visa. Elle toucha. Elle rechargea. Elle recommença, avec un calme presque troublant chez quelqu'un d'aussi jeune. 1, 2, 10, 15, 20. Le silence se faisait plus lourd à chaque coup. Et puis, le 25e, touché. Elle n'en avait raté aucun. Le champion invaincu venait de tomber face à une inconnue de 15 ans. Enfin, 15 ans, du moins selon la légende. Nous y reviendrons, car sur ce point précis, l'histoire est bien plus prudente que le titre. Mais quel que fût son véritable âge ce soir-là, le fait lui-même ne bouge pas. Elle gagna, proprement, devant témoins. Et c'est ici que l'histoire aurait pu mal tourner. Un homme de cette époque, humilié en public par une adolescente, avait toutes les raisons du monde de partir furieux, de ne jamais revenir, de faire comme si rien ne s'était passé. La fierté masculine du XIXe siècle ne goûtait guère ce genre de défaite. Frank Butler fit exactement l'inverse. Quelque chose chez cette fille l'avait saisi. Sa précision, évidemment, mais aussi son sérieux, son calme, cette absence totale de mise en scène. Elle ne cherchait pas à charmer qui que ce soit. Elle cherchait à toucher la cible. Il ne quitta pas simplement Cincinnati $100 plus pauvre. Il en repartit déterminé à la revoir. Il lui fit la cour. L'histoire raconte qu'il lui écrivit des lettres, qu'il revint dans la région, qu'il s'attarda bien plus longtemps que ne l'exigeait son calendrier de tournée. Et, peu après, ils se marièrent. Je laisse volontairement la date dans le flou et laissez-moi vous dire pourquoi. Les archives elles-mêmes ne s'accordent pas sur l'année exacte de ce mariage. Et je préfère être honnête avec vous sur ce que nous ne savons pas, plutôt que de vous donner un chiffre bien net qui ne fait que rassurer. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle rejoignit son numéro. Au début, elle n'était que l'assistante. Frank était la vedette. C'était son nom qui s'étalait en grandes lettres sur les affiches. Mais le public ne fut pas dupe bien longtemps. Soir après soir, ville après ville, les spectateurs voyaient très clairement lequel des deux personnages sur scène était le plus doué. Et c'est ici que Frank Butler prit une décision presque impensable pour un homme de son temps. Il s'effaça. De son plein gré, sans que personne ne le force, il céda sa place de vedette. Il cessa d'être le tireur du duo. Il devint son impresario, son organisateur de tournée, son assistant. Et surtout, il devint l'homme qui préparait les fusils, qui planifiait les spectacles et qui tenait, de ses propres mains, les cibles qu'elle allait pulvériser. Cette décision paraissait anodine sur le moment. Elle ne l'était en rien.
C'est la décision qui allait définir tout le reste de leur vie commune. Mesurez bien ce geste. À une époque où l'on attendait d'une femme mariée qu'elle reste en retrait, dans l'ombre de son mari, c'était le mari qui, volontairement, reculait dans l'ombre pour donner toute la lumière à sa femme. Et il ne le faisait pas les dents serrées, avec amertume. Tous les témoignages qui nous sont parvenus disent la même chose. Frank était fier d'elle, sincèrement, tranquillement, profondément fier. Il tenait entre ses lèvres la cigarette qu'elle sectionnait d'une balle. Il lançait en l'air les objets qu'elle fracassait avant qu'ils ne retombent. Il passa sa vie, au sens le plus littéral du terme, dans la ligne de tir de sa femme. Et il n'aurait voulu être nulle part ailleurs. Si Frank avait choisi son orgueil plutôt qu'elle, ce soir-là à Cincinnati, ce serait une toute autre histoire. Et personne, aujourd'hui, ne connaîtrait son nom. Ce genre d'amour ne fait pas de bruit. Il ne court pas après les projecteurs. C'est tout l'intérêt. Il reste simplement à sa place, soir après soir, à tenir la cible et à sourire quand la balle touche. Les livres d'histoire célèbrent rarement les hommes comme ça. Et pourtant, sans eux, un grand nombre de légendes ne seraient jamais nées. Il ne manquait plus qu'une chose à la jeune femme. Un nom de scène, courte, facile à retenir, quelque chose qui claque bien sur une affiche. Elle en choisit un qui traverserait le siècle entier et lui survivrait. Annie Oakley. En 1885, le couple rejoignit le plus grand spectacle d'Amérique, celui dont tout le monde parlait, le Wild West de Buffalo Bill. Imaginez un instant ce que c'était. Une énorme arène à ciel ouvert, des dizaines de cavaliers, des troupeaux de bisons, des reconstitutions de la frontière, des attaques de diligence, des courses, de la poudre et de la poussière, et des milliers de spectateurs, entassés dans les gradins, venus goûter à la légende de l'Ouest. Au milieu de cet immense cirque grandeur nature, une petite femme s'avançait seule avec son fusil, et le bruit retombait, parce que ce qu'elle s'apprêtait à faire ne semblait pas possible. Elle tranchait une carte à jouer présentée par la tranche, à distance, d'une seule balle. Elle fracassait des boules de verre lancées haut dans les airs, plusieurs à la suite, sans jamais reprendre son souffle entre elles. L'histoire raconte qu'elle visait le dos tourné carrément à la cible, en utilisant un miroir de poche ou le reflet dans la lame d'un couteau pour aligner son tir par-dessus sa propre épaule. Et bien sûr, il y avait le numéro le plus célèbre de tous. Frank se tenait à distance, parfaitement immobile, une cigarette serrée entre les lèvres. Annie levait le fusil. Et d'une seule balle, elle la coupait net. L'homme qu'elle avait battu, année après année, faisait tellement confiance à sa précision qu'il mettait son propre visage en jeu chaque soir devant la foule. Ce n'était pas seulement du tir, c'était de la mise en scène, c'était du théâtre, c'était du courage partagé entre deux êtres. Chaque tir était une petite preuve de confiance, échangée en public. Et les spectateurs, sans forcément mettre des mots dessus, sentaient qu'ils regardaient quelque chose de plus qu'un numéro de foire. Ils regardaient un couple. C'est dans ce spectacle qu'un homme la remarqua, et pas n'importe lequel. Sitting Bull, le grand chef Lakota, celui dont le nom resterait à jamais lié à la bataille de Little Big Horn, là où le général Custer et ses hommes furent anéantis. Cet homme, qui avait tant vu, fut si frappé par la petite tireuse qu'il l'adopta symboliquement à sa manière comme une fille, et il lui donna un surnom qui la suivrait partout, jusqu'à la fin. Il l'appela Little Sure Shot, la petite dont le tir est sûr, celle qui ne rate jamais. Pensez à ce que cela signifie. Ce n'était pas un impresario en quête d'un slogan qui lui avait donné ce nom. C'était un chef amérindien, un guerrier, qui reconnaissait en elle un talent qu'il respectait, et ce surnom lui allait comme un gant. À ce stade, Annie Oakley n'était plus une simple curiosité américaine. Elle était devenue une célébrité mondiale, l'une des premières véritables stars internationales de son espèce. Et c'est ici que son histoire traverse l'Atlantique pour arriver de notre côté. En 1887, le spectacle traversa l'océan pour se produire en Angleterre à l'occasion du jubilé de la reine Victoria, et la souveraine elle-même assista à une représentation. L'histoire raconte qu'elle fut conquise par cette petite Américaine au fusil, cette jeune femme sortie de nulle part. Arrêtez-vous un instant sur cette image. La reine d'Angleterre, la femme la plus puissante de son temps,
applaudissant une fille qui, quelques années plus tôt à peine, tirait des cailles dans les bois de l'Ohio pour ne pas mourir de faim. Mais l'étape suivante est celle qui devrait nous toucher le plus. En 1889, le Wild West de Buffalo Bill s'installa à Paris pour l'Exposition universelle, l'année même où la Tour Eiffel fut inaugurée. Annie Oakley visa devant les foules parisiennes, dans une ville en pleine effervescence, au pied d'une tour toute neuve que le monde entier venait contempler. Prenez vraiment le temps de mesurer cela. Parmi les gens qui vinrent cet été, là, la regarder tirer dans le ciel de Paris, il y avait peu, être bien vos propres arrières, grands-parents. Cette histoire de l'Ouest américain, qui semble si lointaine, est passée par des rues que nous parcourons encore, à quelques pas d'un monument sous lequel nous nous promenons encore aujourd'hui. Il y a une dernière anecdote de cette période européenne, et je vais la raconter avec prudence parce qu'elle appartient bien plus à la légende qu'à l'histoire prouvée. L'histoire raconte que lors d'une étape en Allemagne, le jeune empereur Guillaume II insista pour tenir lui-même une cigarette à ses lèvres afin qu'Annie la tranche d'une balle, exactement comme elle le faisait avec Frank. Et l'histoire aime ajouter que, si la main d'Annie avait tremblé ce jour-là, tout le cours du XXe siècle aurait pu être changé. C'est une image magnifique, mais soyons honnêtes ensemble, les sources sérieuses classent cette scène dans la catégorie du mythe, pas du fait avéré. Alors je vous la donne pour ce qu'elle est, une belle légende, rien de plus, rien de moins. Si vous aimez ces histoires oubliées de l'Ouest, ces vies vraies que le temps a un peu trop lissées, abonnez-vous à la chaîne. C'est la seule chose que je vous demanderai. Et c'est ce qui me permet de continuer à déterrer ces histoires. Voilà, c'est dit. Reprenons. Car pendant que le monde entier l'applaudissait, une autre Annie Oakley existait, loin des arènes et des projecteurs, une femme que le public n'a jamais vraiment vue. En coulisses, elle n'avait rien d'une diva. Elle était discrète, économe, profondément croyante. Elle cousait elle-même ses costumes, ces mêmes robes soignées et modestes qu'elle portait sur scène, parce qu'elle refusait absolument d'être vue autrement que comme une dame respectable. Pas de tenue tapageuse, pas de provocation, une tireuse d'élite habillée comme on s'habillait dans un salon, et surtout, elle portait en elle une conviction très en avance sur son temps. Elle était convaincue qu'une femme devait savoir se défendre et ne dépendre de personne pour sa propre sécurité. Alors, tout au long de sa vie, elle apprit à des milliers de femmes à tirer. Mesurez bien ce chiffre, des milliers. La meilleure tireuse de son époque consacra une partie entière de sa renommée à transmettre son savoir à d'autres femmes, patiemment, l'une après l'autre, pour qu'aucune d'entre elles ne se retrouve jamais sans défense. Ce n'était pas dans le contrat du spectacle, c'était sa manière de rendre ce qu'elle avait reçu et considérer ce que cela signifie venant d'elle précisément. La petite fille qui avait un jour été livrée, sans défense, à des inconnus qu'elle n'appellerait jamais autrement que les loups, passa toute sa vie d'adulte à faire en sorte qu'aucune autre femme ne se retrouve, comme elle, totalement sans protection. Son enfance ne l'avait pas rendue amère, elle l'avait rendue utile. Maintenant, il faut enfin parler du mystère qui plane sur toute cette histoire depuis le début, son âge. Le titre vous promettait une fille de 15 ans, et c'est la version traditionnelle, celle qui a été répétée depuis toujours. Mais l'analyse honnête nous oblige à nuancer, et je ne vais pas vous mentir pour faire plus joli. Annie elle-même passa une bonne partie de sa vie à brouiller les pistes sur sa date de naissance. Elle se rajeunissait volontiers, gommant quelques années ici et là comme on effacerait un chiffre gênant, et certaines sources sérieuses situent ce fameux duel, bien plus tard qu'on ne le suppose d'habitude, peut être même aussi tard que 1881, ce qui signifierait qu'elle n'avait pas 15 ans ce soir-là, mais quelques années de plus. La vérité, c'est que nous ne savons pas tout avec une certitude parfaite. Les registres de cette époque pour une famille pauvre de l'Ohio sont rares et parfois contradictoires. Et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Une légende n'a pas besoin d'être exacte à l'année près pour être vraie dans ce qui compte vraiment. Une fille inconnue a battu un champion un soir, devant tout le monde, et cet homme l'a aimé précisément pour cela. Qu'elle ait eu 15 ans ce soir-là, ou 10 à 9, le cœur de l'histoire ne bouge pas d'1 centimètre. Ce qui est solide comme le roc, en revanche, ce sont les épreuves qui l'attendaient dans la seconde moitié de sa vie. En 1901, après d'innombrables tournées à travers le pays, le train transportant la troupe
dérailla dans un violent accident. Annie fut gravement blessée. La femme qui possédait peu, être le corps le plus précis et le plus maîtrisé d'Amérique, devait maintenant subir des opérations, endurer une longue et douloureuse convalescence et réapprendre certains mouvements. L'histoire raconte même que le choc de l'accident fit blanchir ses cheveux presque du jour au lendemain. Beaucoup de gens à sa place se seraient arrêtés là pour de bon. Pas elle, elle remonta sur scène. Elle continua à enseigner, comme si la douleur n'était, au fond, qu'une cible de plus à viser et à abattre. Et puis il y a le combat le moins connu de sa vie, mais peut être celui qui révèle le mieux qui elle était vraiment. Au début des années 1900, la presse à scandale du magnat William Randolph Hearst publia une histoire scandaleuse à son sujet. Un article prétendait qu'Annie Oakley, tombée dans la pauvreté et la déchéance, avait volé pour acheter de la drogue. C'était entièrement faux, du début à la fin. C'était en réalité une autre femme qui avait usurpé le célèbre nom d'Annie Oakley. Mais le mal était fait. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre, reproduite dans des dizaines et des dizaines de journaux à travers tout le pays. N'importe qui d'autre aurait haussé les épaules et laissé le temps effacer la rumeur. Pas elle. Pour Annie Oakley, son nom était tout ce qu'elle possédait vraiment. La seule chose dont elle n'avait hérité de personne, la seule chose qu'elle avait construite entièrement par elle-même, en partant de rien. Alors elle est entrée en guerre. Elle passa des années à sillonner le pays, procès après procès, journal après journal, ville après ville, défendant son honneur devant les tribunaux. Sur 55 procès en diffamation, elle en gagna 54. Ce combat lui coûta très probablement, au final, bien plus d'argent qu'il ne lui en rapporta jamais. Mais ce n'était pas la question, et ça ne l'avait jamais été. Elle ne se battait pas pour l'argent. Elle se battait pour son nom, et elle le lava, audience après audience, jusqu'à la toute dernière. À travers toutes ces années, à travers la gloire, l'accident, les salles d'audience, une chose ne change jamais dans le tableau. Frank. Frank est là, toujours à côté d'elle, jamais devant. L'homme de ce premier soir, celui qui avait perdu à Cincinnati, ne la quitta plus jamais. Ils n'eurent jamais d'enfants tous les deux. Ils ne surent jamais que l'un l'autre pendant près d'un demi-siècle. Et le peu qui nous reste des mots qu'ils s'échangeaient, quand la vie les séparait le temps d'un voyage, en dit long. Lettre après lettre, année après année, deux personnes qui ne se lassèrent jamais de se le dire. Un demi-siècle de mariage sans enfants, c'est long. C'est beaucoup de silences à remplir, beaucoup de gares, beaucoup de chambres d'hôtel identiques d'une ville à l'autre. Ils les remplirent l'un de l'autre, sans jamais sembler se lasser. Il y a des célébrités dont on ne retient que les scandales. De ces deux-là, on ne retient qu'une fidélité tranquille, presque entêtée. Le temps, pourtant, finit toujours par gagner. Après toute une vie passée sur les routes et sous les chapiteaux, le couple se retira bien plus discrètement qu'il n'avait vécu. Loin des foules, la santé d'Annie déclina lentement. Et le 3 novembre 1926, dans son Ohio natal, cette même terre qu'elle avait été forcée de quitter enfant simplement pour survivre, Annie Oakley s'éteignit. Elle laissait derrière elle une vie que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer en 1860 pour une petite fille pauvre livrée au loup. Reste Frank Butler, l'homme qui avait renoncé à sa carrière, à son nom sur l'affiche, à sa place sous les projecteurs, pour tenir les cibles de sa femme pendant 50 ans. Sans elle, il ne savait tout simplement plus quoi faire de ses journées. L'histoire raconte qu'il cessa peu à peu de manger, qu'il ne lutta pas, qu'il se laissa doucement glisser vers la sortie. 18 jours. Seulement 10 à 8 jours après la mort d'Annie, le 21 novembre 1926, Frank mourut lui aussi, comme s'il n'avait jamais vraiment appris à exister sans elle. Ils furent enterrés côte à côte dans l'Ohio, l'un tout contre l'autre, exactement comme ils avaient traversé la vie. Alors, que retient-on quand tout est dit? On retient une tireuse d'élite, la plus grande de son temps, applaudie par une reine d'Angleterre et par les foules de Paris. C'est vrai, et c'est amplement mérité. Mais quand on regarde cette histoire d'un peu plus près, ce n'est peut-être pas ce qui reste vraiment. Ce qui reste, c'est un homme qui perdit un match, un soir d'automne, face à une inconnue dans une robe faite main, et qui, pendant les 50 années suivantes, n'essaya jamais vraiment de reprendre sa revanche. Un homme qui ne survécut pas même 3 semaines à la femme qu'il avait battue.
On pourrait appeler cela une défaite. On pourrait aussi appeler cela la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je vous laisse décider.